En septembre 2009, la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi remettait son rapport sur la mesure des performances économiques et du progrès social. L'engouement pour les nouveaux indicateurs de richesse était alors à son apogée. Depuis lors, les limites du PIB comme mesure du progrès de notre société font l'objet d'un relatif consensus. 3 principales critiques peuvent en effet lui être adressées. D'une part, le PIB totalise ce qui se vend ou s'achète, ainsi que la contribution des administrations publiques, qui représente 25% de ce PIB, sans considération de la contribution au bien-être. Ainsi, la réparation de dégâts liés à des accidents ou des catastrophes naturelles vient accroître le PIB, alors que de fait, la qualité de vie en est dégradée. D'autre part, le PIB ne prend pas en compte la répartition de la richesse créée. Une croissance du PIB peut donc masquer un approfondissement des inégalités et une dégradation de la situation des plus fragiles. Enfin, le PIB ne prend pas en considération les stocks dans lesquels il faut puiser pour assurer la production. Il ne rend donc pas compte de l'épuisement des ressources naturelles liées à nos modes de consommation. C'est donc un indicateur de court terme qui ne dit rien de la soutenabilité de notre modèle de développement. À faire du PIB le seul censeur de nos politiques économiques, on en oublie les conséquences environnementales de notre mode de développement, alors même que les 2 objectifs devraient être poursuivis et pensés ensemble. Tant il est vrai qu'un plan d'investissement dans les politiques environnementales aurait un impact positif sur l'activité et que, par ailleurs, notre développement ne sera soutenable à long terme que s'il est moins dépendant de ressources qui se font chaque année de plus en plus rares. Ces critiques ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Développées dans les années 70, elles ont conduit les Nations Unies et l'OCDE à travailler sur de nouveaux indicateurs de richesse. Le plus connu étant sans doute l'indice synthétique de développement humain, l'IDH, créé par le PNUD dans les années 90. En France, les travaux menés par Dominique Méda, Patrick Vivray, Jean Gadret et Florence Génicatrice ont permis de faire progresser l'analyse dans ce domaine. Et les travaux menés par l'Association des régions de France sous l'impulsion de Myriam Co, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, ont permis d'analyser les politiques publiques régionales à l'aune de 3 critères: l'indice de santé sociale, l'IDH2, une version nouvelle de l'IDH, et l'empreinte écologique. Enfin, dans les suites de la commission Stiglitz, qui avait réuni un consensus au-delà des clivages partisans, les pouvoirs publics ont progressé pour mesurer l'efficacité de nos politiques à l'aune d'autres indicateurs complémentaires au PIB. L'INSEE a ainsi publié des enquêtes régulières sur les inégalités de ressources ou sur l'évolution des très hauts revenus. Le Commissariat général au développement durable suit quant à lui des indicateurs essentiels comme l'empreinte carbone ou l'empreinte eau de la France. Le gouvernement publie également désormais plus d'une vingtaine de ces nouveaux indicateurs dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement durable 2010-2013. Une partie de ces indicateurs sont d'ailleurs commentés dans le rapport sur l'économie française, annexé au PLF de chaque année, et repris dans l'annexe statistique du rapport économique, social et financier annexé au PLF. Les tableaux de bord d'indicateurs alternatifs existent donc déjà. Cependant, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape. En effet, malgré la publication de ces indicateurs, ceux-ci restent secondaires dans l'évaluation des politiques publiques, le PIB restant le critère ultime de réussite. Or, un gouvernement qui réussit ne peut plus être, dans l'opinion publique, les médias ou au sein de la sphère politique elle-même, un gouvernement qui permette à la France de renouer avec la croissance ou qui soutient la reprise, quel que soit l'accroissement des inégalités, la dégradation de notre environnement ou de notre santé. La mise en place de nouveaux indicateurs de richesse aux côtés du PIB est d'autant plus indispensable que l'hypothèse d'un scénario de croissance faible sur longue période ne peut plus être écartée. Depuis 1960, on constate une baisse structurelle du taux de croissance. Depuis 2001, la croissance annuelle du PIB n'a jamais dépassé 2,5%. Est-ce une mauvaise nouvelle? Pas nécessairement si l'on revient aux véritables objectifs de nos politiques économiques et budgétaires. L'emploi, la réduction des inégalités, l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Le PIB n'est qu'un objectif intermédiaire qui a trop longtemps été considéré comme incontournable. Il est temps aujourd'hui de penser les politiques de l'emploi ou de réduction des inégalités en tant que telles, sans faire de la croissance un prérequis. L'objectif de cette proposition de loi n'est donc pas la production d'un nouveau tableau de bord, même si ceux proposés doivent être améliorés, mais bien la mise en visibilité de ces indicateurs alternatifs au même titre et au même niveau que le PIB. Il s'agit en définitive de désacraliser le PIB et de le mettre à sa juste place parmi d'autres indicateurs tout aussi essentiels. Pour accroître la visibilité de ces indicateurs, il nous est apparu nécessaire
D'une part, d'exposer l'évolution de ces indicateurs à un moment clé de la vie politique du pays. Ce moment clé est le budget, et donc de le faire dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances, de façon à analyser l'impact de différentes réformes proposées sur ces indicateurs. D'où le choix qui a été fait de modifier la présentation de la loi de finances et donc de déposer une proposition de loi organique, même si nous sommes conscients des contraintes que cela suppose. D'autre part, il faut proposer des indicateurs synthétiques, même si là aussi nous connaissons les limites de ce type d'indicateurs. Nous souhaitons néanmoins insister sur le fait qu'un indicateur synthétique ne s'oppose pas à des tableaux de bord d'indicateurs multiples, les deux étant nécessaires, et que seuls les indicateurs synthétiques peuvent être des vecteurs de communication appropriés, équivalents au PIB. Pour exemple, faire apparaître que l'empreinte écologique d'un Français est de 2,7 terres, c'est-à-dire que si tous les habitants de la Terre avaient notre mode de vie, il faudrait 2,7 fois les ressources que la planète est en capacité de régénérer en une année. C'est un élément d'objectivation simple de l'épuisement des ressources naturelles produits par notre mode de vie. La présente proposition de loi propose donc d'évaluer l'impact global des réformes prévues par les principaux textes financiers à l'aune de 4 indicateurs de richesse synthétique: l'indice d'espérance de vie en bonne santé, l'indicateur de santé sociale, l'empreinte écologique et l'empreinte carbone. Toutefois, suite aux auditions menées par votre rapporteur avec les services de l'INSEE, la Direction générale du Trésor, ainsi qu'avec les cabinets du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, nous avons amélioré cette proposition de loi, notamment sur un point. Pour des raisons de faisabilité et d'opportunité, il nous a semblé qu'il était souhaitable que la liste des indicateurs fasse l'objet d'un débat plus approfondi pour permettre une appropriation collective. Nous estimons dès lors que s'il est fondamental de disposer d'indicateurs synthétiques, tels que l'indice de santé sociale ou l'empreinte écologique, il pourrait être plus prudent de ne pas figer a priori et a fortiori dans une loi organique les indicateurs de richesse à prendre en considération. Par ailleurs, dès lors que le moment crucial pour apprécier et évaluer l'impact des réformes proposées à l'aune de ces nouveaux indicateurs est le budget, c'est-à-dire lors de la préparation du projet de loi de finances, nous avons estimé qu'il serait plus juste, du point de vue strictement juridique, de modifier en ce sens la LOLF, c'est-à-dire la loi organique relative aux lois de finances, plutôt que la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. C'est la raison pour laquelle nous avons préparé plusieurs amendements visant à adopter une formulation plus ouverte, mais qui reste une proposition de loi organique modifiant la présentation de la loi de finances. Nous avons entendu les réserves que pouvait soulever le caractère organique de cette proposition de loi, qui pourrait rendre difficile l'adoption de cette proposition de loi en l'état. Mais sachez que nous sommes attachés avant tout, au-delà de la forme, à une ambition: que le PIB ne soit plus le seul censeur de nos politiques économiques et budgétaires, et que nous puissions retrouver les objectifs premiers de nos politiques économiques, sociales et budgétaires: l'emploi, la réduction des inégalités, l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et la soutenabilité de nos modes de production. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.